Alors aujourd'hui, notre webconférence porte sur le recrutement, c'est-à-dire recruter son personnel d'écurie, étapes, et conseils. Alors justement, au fil de cette présentation, je vais suivre 5 étapes essentielles, donc, qui commencent par le début, à savoir donc débuter une recherche de personnel. On va poursuivre avec la lecture des candidatures pour aller doucement vers l'entretien, jusqu'à la prise de décision, sans oublier bien évidemment l'intégration du nouveau salarié. Alors, pour débuter une recherche de personnel, plusieurs possibilités s'offrent à vous. La plus utilisée dans la filière équine reste le bouche à oreille. On appelle également le réseau. Euh, donc ça, c'est la première des possibilités et j'ai envie de dire, c'est presque l'automatisme que chaque employeur a. Ensuite, vous avez la possibilité d'avoir des candidatures spontanées. Les candidatures spontanées, ce sont des personnes qui vont se présenter chez vous et qui vont vous donner leur CV et vous indiquer leur motivation à travailler dans votre entreprise. Alors peut-être que le jour où elles vont se présenter, vous n'allez pas avoir besoin, mais par conseil, c'est vrai que on a tendance à vous dire de conserver ces CV car ils peuvent un jour vous servir. Donc c'est vrai que d'avoir une petite réserve de CV est toujours intéressante à avoir dans l'entreprise. Et enfin, la troisième possibilité, c'est de déposer une offre alors d'emploi, de stage ou d'apprentissage. C'est-à-dire que tout ce qui va être dit aujourd'hui vaut pour les trois types d'offres. D'accord? Je vais revenir avec vous juste un instant sur les avantages et inconvénients du réseau et du dépôt des offres. Effectivement, ce sont deux méthodes opposées avec chacune présente des avantages et des inconvénients. L'avantage du réseau, bien évidemment, si vous l'utilisez en priorité, c'est parce qu'en fait, elle permet de filtrer les qualités dites inobservables. Quand on reçoit un CV, on peut lire le parcours de la personne. Par contre, on ne peut pas savoir si elle s'intégrera parfaitement à l'organisation de l'écurie. Donc le réseau va permettre justement d'apporter ces informations supplémentaires sur les qualités humaines de la personne. Sur les petites structures agricoles, on sait que cette qualité humaine est primordiale pour la bonne entente et le bon travail auprès des chevaux. Donc en fait, l'avantage du réseau, c'est vraiment de garantir sur la qualité de la personne, et de s'assurer de son savoir-être au sein du travail. L'inconvénient, par contre, de ce réseau, c'est que ça va dépendre des personnes que vous mobilisez. Effectivement, plus vous allez mobiliser toujours votre même réseau, c'est-à-dire soit la famille, les amis ou d'autres collègues d'écurie plus ou moins proches de vous, finalement, ce sont toujours les mêmes profils qui risquent de revenir puisque chaque personne côtoie des profils, on va dire, qui lui sont propres. Donc, le fait de se focaliser uniquement sur le réseau, finalement, c'est comme si on se mettait des œillères, par rapport aux autres profils de personnes que l'on ne connaît pas. Donc c'est un peu dommage, je trouve, de rejeter des compétences dont on n'a pas connaissance. Et puis, autre inconvénient, alors ça se ressent plus sur des grosses structures, mais ça peut être l'ambiance au sein de l'équipe. Clairement, on parle de pistons, et certains ne peuvent mal accueillir le nouveau salarié s'ils savent qu'il vient de votre famille ou autre. Alors, bien sûr, cet inconvénient ne vaut pas si le salarié est conseillé par un de vos salariés déjà en place. À l'inverse, donc le dépôt d'offres a cet avantage effectivement de découvrir de nouvelles personnes. Heu, Par rapport au réseau, on sait que sur certains métiers dans la filière, il devient de plus en plus difficile de recruter du personnel. Donc les écuries sont des fois en souffrance de personnel, c'est-à-dire que, si elles connaissaient du monde et bah, c'est elles, qui les emploieraient, et donc elles ne vont pas pouvoir vous proposer ces personnes-là. Donc le fait de déposer une offre, finalement, ça permet d'avoir un choix plus large de candidatures et selon le service, sur lequel vous déposez votre offre, vous allez avoir un service d'accompagnement qui vous est proposé et dans ce cas, je vous invite vraiment à vous rapprocher des conseillers pour bénéficier de tout l'accompagnement dont vous pouvez, bénéficier. Alors l'inconvénient du dépôt des offres, j'ai envie de dire que là, pour le coup, il faut savoir lire un CV et une lettre de motivation puisque c'est la seule façon pour le candidat de se présenter à vous. Donc là, vous n'allez pas connaître ses qualités, intrinsèques, si je puis dire.
On se rend compte là, durant ces dernières années, un nouveau phénomène de candidats qui postulent, mais qui ne donnent pas suite à leur candidature. Alors je sais que ça a le don d'agacer, et ça amène une grosse incompréhension de la part des employeurs. Bon voilà, faut arriver à passer outre et se dire que, bah, parmi les candidatures reçues, certaines ne donneront pas suite, malheureusement. Alors justement, je vais revenir un petit peu plus en détail sur, cette méthode du dépôt d'offres. Alors, déposer une offre, j'ai envie de dire, il faut quand même écrire l'essentiel. On écrit l'essentiel et il y a 2 types de cas dans votre recherche. Soit vous êtes à la recherche d'un profil bien défini, où vous savez exactement, comment doit être la personne pour pouvoir, travailler au sein de votre écurie et puis, faire les tâches qui lui seront demandées. Dans ce cas, l'offre sera très exhaustive, j'ai envie de dire, avec, l'ensemble des missions. Mais attention de ne pas être non plus trop descriptif, ce n'est pas un contrat de travail, ce n'est pas un entretien, donc on met l'essentiel, mais on ne se noie pas non plus dans les détails. À l'inverse, on a des employeurs qui vont déposer une offre car ils ont besoin d'aide au sein de l'écurie. Par contre, ils ne vont pas avoir connaissance, d'un profil, type, voilà, donc ils seront ouverts à plusieurs types de profils. Mais dans ce cas-là, j'ai envie de dire, on écrit quand même l'essentiel. C'est-à-dire que si on est à la recherche d'une aide, le fait d'écrire seulement palefrenier dans une offre d'emploi ne suffira pas à une personne de s'identifier. D'accord? Donc, on ne met pas de détails, mais par contre, on peut tout de même écrire au moins les missions qui lui seront confiées au sein de l'écurie. Quand on dépose une offre, il est très essentiel de faire attention au cadre légal. J'insiste sur, par exemple, le type de contrat. Il est trop fréquent encore de voir des offres où il est mentionné CDD évolutif CDI. Il faut savoir qu'un CDD n'est possible que dans quelques conditions, à savoir un accroissement d'activité ou un remplacement, mais en aucun cas le CDD n'est une période d'essai. Alors je sais que ça se fait sur le terrain, n'empêche que faites attention en cas de dépôt d'offres et en cas de contrôle, via des institutions publiques. Pareil pour les indépendants, donc c'est un contrat qui se fait de plus en plus. Sachez bien, alors ce n'est pas l'idée du jour, mais voilà, de ne pas mentionner, par exemple, type de contrat indépendant ou prestataire de service avec un nombre d'heures complète, c'est-à-dire un temps plein. Un indépendant ne peut pas être, par définition, à temps plein chez vous, car ce serait du salariat. Donc voilà, donc juste faire attention vraiment aux mentions qui sont mentionnées. Tout comme le nombre d'heures, donc vous pouvez le mentionner, mais faites attention d'être dans le cadre, légal, du nombre d'heures, demandées. Les offres sont par définition toujours ouvertes aux hommes et aux femmes, pour éviter toute discrimination. Alors bien que vous ayez des attirances, pour quelque raison qu'elles soient, vous cherchez plutôt une femme ou un homme, mais sachez que les offres sont toujours diffusées pour les 2 sexes. Tout comme il est interdit de mentionner une religion ou autre. Le site de Pôle emploi d'ailleurs est très bien fait d'ailleurs si je vous invite à y aller pour, rédiger une offre en toute sécurité. Pour prendre les conseils. En termes de conditions de travail, ça peut être des détails, mais qui auront leur importance au moment où les personnes vont candidater, à savoir par exemple le logement. Soit le logement sera impossible et dans ce cas, c'est bien de le mentionner comme ça il n'y a pas d'espérance, de la part du candidat. Ou alors le logement est seulement possible, c'est un avantage que vous proposez mais non une obligation. Alors que si le poste oblige de loger sur place, c'est une condition importante à écrire puisque le candidat doit être au courant qu'il doit loger sur place. Avec les nouvelles générations, les nouvelles générations, on va dire, ont quelques exigences, notamment l'apport de leur cheval personnel au sein de votre écurie. Pour éviter tout déconvenu au moment de l'entretien, sachez que vous pouvez aussi écrire dans l'offre qu'il est possible, ou non d'accueillir un cheval personnel, et si les chiens personnels sont acceptés ou non. Tout comme dans les conditions de travail, vous pouvez indiquer, si vous les connaissez, les jours travaillés, les heures et éventuellement les week-ends, type un week-end sur 2 ou un week-end, par mois. Selon les sites sur lesquels vous allez déposer votre offre, il est possible de garder votre offre anonyme, c'est-à-dire que les candidats n'auront pas connaissance, de la personne qui est à la recherche, du personnel. Cette, ce détail, en fait, ça vous permet d'avoir la liberté sur, les CV.
En fait, vous avez la main sur les candidats, c'est-à-dire que vous ne pouvez appeler que les personnes qui vont vous intéresser. Par contre, l'inconvénient, c'est qu'on a remarqué que les délais de recrutement sont plus longs. En fait, ils sont plus longs pour la simple et bonne raison que les candidats motivés, en fait, ont une barrière. Ils n'ont aucune capacité de montrer leur motivation et leur intérêt pour le poste. C'est vrai que quand l'offre est rendue publique, les candidats qui vous appellent montrent déjà d'entrée de jeu leur motivation pour rentrer dans votre équipe. Certains services vont également proposer des présélections, c'est-à-dire qu'ils vont analyser les CV avant de pouvoir vous les transmettre. D'où l'intérêt de déposer une offre et d'écrire les détails et de ne pas être trop vague. Alors, si vous êtes à la recherche d'un profil bien défini, mieux vaut choisir la présélection. À l'inverse, si vous êtes ouvert à tout type de profil, n'hésitez pas à accepter l'intégralité des CV qui pourront vous être envoyés. Alors, c'est vrai qu'on dépose une offre, on reçoit des candidatures et après, il faut savoir les lire. Alors, les économistes, ils parlent de signaux de compétence. Je ne vais pas trop m'élargir sur cette théorie. Ah, alors je vois qu'il y a un petit problème de présentation. Bon, c'est pas grave, je pense que vous comprenez le principe. C'est-à-dire qu'à travers le parcours scolaire de la personne et son expérience professionnelle, vous allez pouvoir déduire sa capacité à travailler à l'avenir dans votre entreprise et de savoir ce dont il est capable de faire. Ça, c'est la théorie des économistes. Mais en réalité, on sait bien que le CV ne suffit pas. Maintenant, on est de plus en plus attaché au savoir-être, à la motivation de nos futurs collaborateurs. Surtout dans des structures, j'ai envie de dire, de taille familiale et agricole où on travaille en proximité avec ses salariés. Donc, effectivement, le CV, il sera efficace pour évaluer les compétences techniques et le savoir-faire de la personne, mais en aucun cas, il va vous permettre de prévoir sa bonne intégration à l'équipe et de connaître son comportement. Voilà, là, ça va être l'inconvénient type du dépôt d'offre qui va ressortir par rapport à l'utilisation du réseau lorsqu'on cherche une personne. Bon, néanmoins, le CV traditionnel continue d'être très utilisé puisque c'est une méthode qui existe depuis très longtemps et on n'a pas encore trouvé d'autres moyens aussi efficaces pour recruter du personnel. Moi, j'ai tendance à dire, puisqu'on est des personnes dans la filière équine de ressenti, de toujours rencontrer les personnes dès lors que le profil est intéressant. Alors, le CV décrit l'état civil de la personne, ce qui est quand même bien plus pratique pour la contacter, les formations suivies, les expériences professionnelles et ainsi que les activités personnelles. Alors bien souvent, certains me disent: «Mais à quoi ça sert de connaître les activités personnelles, de nos collaborateurs?» Bah, ça peut donner justement des indications sur, sa personnalité. À savoir qu'un candidat qui va, indiquer qu'il aime, les sports collectifs, si vous avez une grande équipe, bah, vous allez vous dire que peut-être que l'intégration sera plus facile avec ce type de personne. Voilà. Ce sont que des détails, des pistes qui peuvent vous amener à connaître la personne avant même de la rencontrer. Je voulais vraiment vous mettre en alerte parce que c'est quelque chose que l'on voit au quotidien au sein d'Equiresources, des employeurs qui vont se focaliser sur le lieu d'habitation de la personne par rapport au lieu de travail. Effectivement, grâce à Mappy, Michelin et autres sites, il est très facile maintenant de calculer la durée entre le lieu d'habitation de la personne et le lieu de l'écurie. Effectivement, sur des horaires étendus, plus la personne habitera proche, plus il sera facile pour elle d'être disponible sur le poste. N'empêche qu'il faut savoir que si vous proposez un CDI à temps plein, donc un poste pérenne, des personnes venant de très loin, par exemple du sud de la France si vous êtes heu, dans la partie nord, bah, seront peut-être intéressées justement pour bouger, pour changer de région et pour pouvoir évoluer professionnellement dans votre secteur. Donc j'ai envie de dire, ne vous limitez pas dès lors qu'une personne postule loin, elle peut avoir vraiment l'intention de changer d'habitation, enfin de lieu de résidence pour pouvoir évoluer professionnellement. C'est un cas que l'on voit régulièrement avec des candidats qui sont originaires du Sud et qui veulent par exemple travailler dans la partie nord-ouest s'ils sont intéressés notamment par l'élevage. Voilà. Alors effectivement, si vous proposez un temps partiel de 5 heures, par semaine, juste en complément, effectivement, mieux vaut prévenir la personne que cela ne sera pas possible.
Sur les expériences professionnelles, c'est vrai qu'il est important de regarder le type de contrat que la personne a pu avoir, notamment sur la multiplication des contrats. Alors si la personne travaille à l'élevage ou, travaille dans le loisir et notamment dans le tourisme équestre, il paraît évident elle est plus sujette à avoir des contrats de courte durée qui vont suivre, les périodes d'activité, donc le cycle de la jument ou alors les périodes estivales pour les randonnées. C'est vrai que c'est un détail qui peut attirer votre attention, notamment si vous êtes à la recherche d'un responsable d'écurie sur une durée, indéterminée, que vous voulez fidéliser et garder le plus longtemps possible. Si vous êtes face à un CV d'une personne qui n'a su, gérer que des emplois de courte durée, mieux vaut garder cette question en tête au moment où vous allez la rencontrer. D'accord? C'est-à-dire que ce que je vous dis, ne permet pas d'exclure un profil, mais ce sont des questions que vous devez vous poser et surtout leur poser au moment de l'entretien pour ne pas avoir de doute sur leurs intentions. De moins en moins de personnes, suivent des carrières dites linéaires, c'est-à-dire qu'ils suivent toujours le même métier. On voit beaucoup de reconversions au sein des parcours professionnels des personnes, notamment qui changent de secteur ou de métier. Alors si une personne, par exemple, propose un CV avec une expérience de 10 ans de cavalier et qui un jour postule chez vous pour un poste de groom, voilà, ce n'est qu'un exemple, ne vous dites pas: «Il va s'ennuyer, j'ai pas de chevaux à monter, pour lui, ça va pas le faire». Posez-vous peut-être la question et posez-lui la question, pourquoi un tel changement de métier? Et peut-être est-ce un problème d'ordre physique ou peut-être, veut-il évoluer sur un nouveau métier? Voilà, le tout n'est pas de se fermer en disant: «Mais il est cavalier, il n'a pas été groom, voilà, pourquoi?» Donc aller au-delà des a priori et poser la question aux personnes, les réponses peuvent être, assez surprenantes. Il y a le changement de branche également qui peut perturber certains employeurs, c'est-à-dire que des personnes vont quitter les métiers de la filière équine pour réaliser une autre activité professionnelle et un jour décident de revenir sur les métiers de la filière équine. Alors, moi, je le vois surtout comme un avantage, c'est-à-dire que la personne va avoir acquis des compétences autres qui peuvent être mobilisables au sein de l'écurie, type, je sais pas moi, expérience en vente, en communication, organisation. Enfin, ça peut être des compétences organisationnelles ou tout autre, mais surtout, elle va avoir eu un œil extérieur et s'être dit que finalement, c'était bien la filière équine qui lui correspondait. Donc, vous êtes presque sûr d'une motivation au-delà d'une personne qui peut n'avoir suivi que la filière équine. Bon, je ne sais pas si tout ça est très clair, mais en tout cas, voilà, j'attends vos questions par la suite si des choses ne sont pas très claires. Faites attention, moi j'appelle ça des blancs chronologiques ou des trous, hein, ça dépend comment on veut les appeler, mais hem, il arrive d'avoir des périodes de chômage. Néanmoins, voilà, j'attire quand même votre attention sur des CV où les périodes de chômage sont assez récurrentes. N'hésitez pas à en parler avec la personne, savoir si l'arrêt d'une année, est dû à un arrêt parental, par exemple, ou un arrêt maladie ou tout autre. C'est vrai qu'il est intéressant de savoir quand on rencontre une personne, qu'est-ce qui s'est passé pendant ces non-activités. Concernant la lettre de motivation, c'est un document qui est de moins en moins utilisé, surtout sur les métiers, j'ai envie de dire, terrain, comme on peut avoir en filière équine. Par contre, si vous y êtes attaché, ça permet d'évaluer l'expression de la langue française. Voilà, si vous êtes, très attaché à ce document, n'hésitez pas à le demander notamment, dans votre offre d'emploi ou au moment de l'entretien. Quand vous avez une lettre de motivation, même si vous n'aimez pas les lire, je vous invite quand même à le faire parce qu'elle donne des informations complémentaires. Par exemple, si je reviens sur mon exemple du lieu d'habitation, la personne peut, durant sa lettre, de motivation, expliquer son objectif professionnel et pourquoi elle revient, dans ce secteur géographique, par exemple. Sur internet, il existe de nombreuses lettres, préécrites. Donc, pour moi, elles sont un non-sens parce qu'en fait, elles ne montrent en rien la motivation de la personne. Mais ce n'est que mon avis. Donc j'ai insisté, donc effectivement, lire les CV, lire les lettres de motivation, c'est une chose. Par contre, rencontrer les personnes, c'est primordial. J'insiste vraiment là-dessus, sachant qu'il ne faut pas non plus trop voir de personnes. Alors là, c'est le juste milieu et j'ai pas la solution, j'ai pas le chiffre parfait.
mais il y a vraiment un écart entre recevoir trop de candidats et ne pas en recevoir assez. Voilà, il faut quand même arriver à se faire, une idée, donc j'ai envie de dire 3-4 personnes, c'est un nombre qui paraît assez, raisonnable en entretien. Donc bien entendu, donc quand la personne arrive, pensez bien à vous présenter, à expliquer le rôle que vous avez dans l'écurie, et aussi à présenter, brièvement, l'entreprise. Pendant l'entretien, l'objectif, c'est vraiment de tester la motivation, l'intérêt de la personne pour le poste. Mais j'ai envie de dire, l'objectif de l'entretien, c'est un peu gagnant-gagnant. C'est-à-dire que vous, d'un côté, vous devez voir si la personnalité va correspondre à ce que vous recherchez et savoir si le candidat, lui, accepte les conditions de travail et du poste. Voilà. Donc les deux parties doivent être d'accord au moment de la conclusion de cet entretien. N'hésitez pas à interrompre le candidat s'il n'est pas clair. Voilà, vous ne devez pas finir votre entretien encore avec des interrogations. Interrogez-le sur ses prétentions salariales, sauf si elles sont très définies pour vous. C'est toujours intéressant de savoir combien une personne que vous allez éventuellement recruter estime valoir sur le marché du travail. Euh, il est, il est souvent conseillé, quand on fait des entretiens et quand on voit plusieurs personnes, de réaliser une grille d'entretien, c'est-à-dire avec des questions, et chaque question sera posée au candidat. Ainsi, ça va vous permettre de pouvoir les comparer entre eux. Alors le mieux, mais c'est pas facile, et voilà, mais le mieux est quand même de ne pas prendre de notes pendant l'entretien, mais par contre de vous accorder 10 minutes à la suite pour, remplir les cases. Mais après, vous pouvez également remplir la grille au fur et à mesure. En fin d'entretien, demandez-lui s'il a des questions. Alors déjà parce qu'il peut vraiment avoir des questions, mais c'est surtout que le fait de ne pas poser de questions peut aussi vous interpeller sur son intérêt vraiment pour le poste. Son comportement face au fait de ne pas avoir de réponse peut déjà vous en dire long sur sa motivation. Petite phase test au moment de l'entretien, c'est de lui demander de résumer en gros cet entretien et de ce qui est attendu du poste. Au moins, vous êtes sûr que la personne est au clair sur ce que vous attendez d'elle. Prévenez-la du moment à laquelle vous allez revenir vers elle pour lui donner une réponse, que ce soit par courrier, téléphone ou mail, mais ne la laissez pas dans le vague. Voilà. Puis après, vous pouvez l'accompagner et la remercier. Il arrive qu'un entretien se passe très bien, que le feeling passe et que l'embauche est presque faite. Par contre, si vous avez d'autres candidats à voir, n'hésitez pas à les recevoir dans la même attention. Voilà. Ne leur faites pas sentir que le jeu est fait. Et vous pouvez être aussi surpris d'avoir un autre profil très intéressant. Je vous mets en alerte sur les candidats qui sont trop portés sur les conditions de travail. C'est vrai que, voilà, au niveau des études, on s'est bien rendu compte, hein, puis vous aussi peut-être avec l'expérience, que plus ils étaient portés sur les conditions de travail, bah, plus la collaboration était de courte durée. D'accord? Donc les personnes doivent vraiment avoir un intérêt pour l'entreprise et pour évoluer avec vous. D'accord? Alors, ce que je vous dis là, c'est vrai que ça fait très solennel. On imagine tout de suite une personne assise à une table. N'empêche que voilà, un entretien peut aussi se faire sur un terrain de concours, sur, je sais pas moi, un événement équestre quel qu'il soit. N'empêche que voilà, c'est vrai de garder toujours un petit peu cette suite vous permet de vous améliorer au moment des entretiens. Alors, l'entretien étant fini, il va falloir prendre cette dure décision de choisir quel profil vous allez retenir. Alors, il paraît évident de prévenir la personne qui est retenue. Par contre, il est peut-être un peu moins des fois de répondre aux personnes qui n'ont pas su vous convaincre. Et pourtant, c'est quelque chose qui est très demandé et apprécié par les candidats. Est-ce que voilà, et est-ce que c'est possible pour vous de les prévenir que voilà, leur profil était intéressant, mais que malheureusement le poste a été pourvu par une autre personne? Alors, je vois le temps qui passe. Je ne vais pas revenir trop sur la déclaration préalable à l'embauche. C'est juste qu'elle est obligatoire, que ce soit auprès de l'URSSAF ou de la MSA selon votre régime. Du coup, j'insiste sur l'intérêt du questionnaire qui sera en fin de présentation. Et n'hésitez vraiment pas à dire dans les commentaires si vous êtes intéressé éventuellement pour développer davantage ce sujet sur la déclaration du salarié en collaboration avec la MSA. J'attends vos petits retours sur le questionnaire. Donc une fois la décision prise de recruter le personnel, il ne faut pas se dire que le recrutement est fini, bien au contraire.
La dernière étape reste son intégration. Trop souvent, on estime que le recrutement se termine au moment de la signature du contrat, sauf qu'on s'est rendu compte, notamment sur les CDI, que seulement un tiers des CDI, enfin un tiers des CDI étaient rompus finalement avant la première année. Alors ça paraît assez inquiétant parce que normalement c'est censé être des contrats pérennes, mais voilà, tout se joue en fait les 3 premiers mois où le salarié doit se sentir totalement intégré et investi sur le poste qui lui a été confié. Donc là, c'est vraiment un inversement des générations qui s'est fait au fil des années. Avant, le salarié s'adaptait aux conditions de travail. Maintenant, j'ai envie de dire qu'avec les nouvelles générations, les employeurs doivent un petit peu les dorloter et faire vraiment attention à ce qu'ils se sentent bien au sein de l'écurie. Notamment, ça on s'en rend compte quand on est en difficulté pour recruter du personnel parce qu'on est en manque de candidats. Bon, bah, j'ai envie de dire qu'il faut d'autant plus s'attacher à eux sur l'importance de leur intégration. D'accord. Donc, surtout sur les métiers de l'agriculture et dans des petites structures, le fait d'intégrer son personnel est primordial. Rien de solennel, pas besoin de grande communication, mais juste de la franchise. Et l'employeur doit être très, très explicite sur ce qu'il attend de la personne pour pas qu'il n'y ait de déconvenus. D'accord? Parce qu'effectivement, donc la personne, elle intègre un poste, mais elle intègre surtout une équipe. Voilà. Et l'équipe, bah, finalement, c'est la pièce maîtresse. Si cette équipe qui est déjà en place n'est pas prévenue de l'arrivée d'un nouveau collaborateur, ça peut entacher cette bonne intégration. Alors, l'idée, c'est qu'avant l'arrivée même du nouveau, c'est de prévenir l'équipe qu'une personne va arriver, donc leur dire le nom et le prénom, éventuellement le parcours que cette personne a suivi, le poste qu'elle va occuper au sein de l'équipe, ses missions et les horaires. Voilà. Alors, si possible, je sais que beaucoup d'entreprises sont toujours dans l'urgence et on ne s'ennuie pas avec les chevaux. Néanmoins, si le dirigeant peut être là le jour de son arrivée pour l'accueillir, lui présenter l'équipe, les lieux, les chevaux, c'est quand même le mieux. Après, n'hésitez pas, si vous ne le pouvez pas ou au cours des premiers jours, d'attitrer un référent. C'est-à-dire que si vous avez plusieurs personnes dans votre équipe, heu définir une personne qui est bien sûr d'accord pour accueillir le nouveau salarié, lui montrer ce qu'il doit faire, ce qu'il ne doit pas faire, comment voilà. Vraiment pour que l'intégration se passe au mieux. Ça peut même passer dans des petits détails techniques type le premier déjeuner. Alors ça paraît être un détail, mais c'est vrai que quand on arrive, surtout si la personne est un peu introvertie, lui proposer de déjeuner avec elle, par exemple, peut la réconforter et puis lui donner envie de continuer l'aventure avec vous. Donc voilà, donc tout au fil de la journée, bien lui indiquer les choses qui doivent être faites, communiquer avec lui. Et au moment du départ, donc c'est-à-dire à la fin de sa première journée, faire un point avec lui sur son ressenti, ses craintes, s'il est satisfait du travail, et savoir surtout s'il reviendra le lendemain. Ça évite les lapins. Voilà. Alors, donc pour vraiment retenir donc sur ces 5 étapes, donc par le commencement, donc le début des recherches, mobilisez votre réseau, mais ne vous fermez pas aux potentiels candidats qui pourraient être très satisfaisants pour votre entreprise. Au moment de la lecture des candidatures, sachez lire entre les lignes et inscrivez les questions qui vous interpellent pour pouvoir les poser aux personnes au moment de la rencontre. Donc je le répète, mais c'est vrai que trouver un juste milieu entre voir trop de personnes et pas assez, ça, ça permet une meilleure qualité des entretiens. Au moment de la décision, faites confiance à votre feeling. Vous êtes des hommes et des femmes de chevaux, donc c'est quelque chose dont vous avez en vous. Et voilà, et prévenez quand même les personnes qui ne sont pas retenues, c'est toujours apprécié. Et au moment de l'intégration, pensez à votre équipe déjà en place. Alors, donc ça en est fini pour ma présentation. J'espère ne pas avoir trop dépassé le temps. Je vous laisse écrire vos questions. Elles commencent déjà à apparaître dans le chat. En attendant vos questions, je vous rappelle qu'il y a des conférences qui vont suivre, donc des conférences qui annoncent le printemps, a priori, puisque la semaine prochaine, vous allez parler donc de l'influence de la mer sur le comportement du poulain. Le 5 mars sera perfectionner sa mise en selle à la longe. Le 12 mars, manifestation équestre,
protéger la santé des équidés. Le 14 mars, vos outils web pour préparer l'arrivée d'un poulain. Voilà, donc ces conférences auront lieu comme pour nous de 11h30